Et pour débuter, c'est Christelle Marilyn Papineau qui nous accompagne ce matin. Bonjour Christelle. Bien, bonjour Maude, quel plaisir d'être ici avec toi. Et avec Francis Soidel aussi qui prendra parole également. Là, vous allez vous compléter dans vos sujets ce matin. Donc j'adore ça quand il y a des synchronicités comme ça qui se passent. Donc tu nous parles ce matin Christelle de désobéissance civile. Ça m'a beaucoup interpellée dernièrement. Qu'est-ce qu'on a vu? Donc ces deux activistes là qui ont monté le pont Jacques-Cartier. Donc j'avais envie de parler de désobéissance civile, sa raison d'être, mais aussi les émotions qui sont rattachées à la désobéissance civile également. Donc voilà, c'est mon topo pour les 12 prochaines minutes. Pour les 12 prochaines minutes, c'est parfait. Et oui, justement, récemment, on a vu des actions marquantes comme celle des militants sur le pont Jacques-Cartier. Donc, qu'est-ce que ça t'a inspiré, toi? Bien, en fait, c'est pas nécessairement parce que plusieurs ont ciblé l'action du pont en tant que tel. Est-ce que le pont est une bonne action? Pour moi, je sais que, en fait, il y a des activistes aussi, donc de Last Generation et aussi du collectif Antigone qui avaient bloqué, donc, au niveau de la ligne 9 d'Enbridge également. Donc, je cherche pas tant à avoir un débat sur le moyen, donc, quoi exactement qui a été bloqué ou pas. Mais moi, ma réflexion dans tout ça, j'étais à me dire, mais comment ça qu'on est rendu là, Maude? C'était plus ça. Et aussi, malheureusement, au niveau du traitement médiatique, j'ai trouvé ça un peu dommage parce qu'on était très axés sur le blocage du pont dans cette situation-là. Alors que c'est pas ça le message. Oui, non, le message, c'était vraiment donc le pétrole tue. C'était vraiment un message qui était adressé donc au gouvernement en disant, il faut arrêter de subventionner les énergies fossiles. Donc, je me suis demandé justement comment ça qu'on était rendu là à monter un pont à 5 heures du matin. Donc, Olivier et Jacob qui était juché tout là-haut. Et donc, comme Jacob a dit à une entrevue qui était accordée à Patrick Lagacé lorsqu'il était en haut du pont, je ferais peut-être autre chose que d'être là si j'avais le choix, finalement. Oui. Malheureusement, ces actions-là me paraissent plus un choix, mais vraiment une nécessité pour alerter la population, puis surtout les dirigeants. Il faut rappeler qu'une désobéissance civile, c'est vraiment une action qui est dirigée vers les dirigeants. Et aussi, c'est une action qui est par définition non violente. Oui, et historiquement, la désobéissance civile fait partie de l'histoire sociale, des mouvements sociaux. Je veux dire, c'est pas la première fois qu'on en voit et qu'on en fait. Mais totalement. Puis, tu sais, on peut penser aux suffragettes, le mouvement des droits civiques. Tu sais, pour, personnellement, comme femme, ce précieux droit qu'on a de vote, mais aussi le droit à l'avortement maintenant. Merci. Oui. Donc, voilà, fait que présentement, face à la crise climatique, donc, la désobéissance civile revient un peu comme une réponse peut-être à certains moyens qui sont beaucoup plus inefficaces maintenant qu'on a cru efficaces, dont par exemple signer des pétitions, faire des marches pacifiques. Donc on se rend compte que c'est plus assez en fait pour interpeller nos gouvernements. Absolument. Et on parle souvent justement des gouvernements qui mettent l'économie avant l'environnement. Tu as des exemples récents sur ça? Oui, c'est ça. Bien, en fait, on a déjà parlé du projet Northvolt ensemble. Donc, comme quoi, donc le gouvernement essaie de faire une transition verte avec ce projet donc de méga usine à batterie à Saint-Basile-le-Grand. Puis malheureusement, il n'y avait pas eu d'études environnementales donc au niveau de la bureau d'audience publique en environnement. Donc, on est rendu à réaliser, en fait, des projets qui visent davantage l'économie au détriment de l'environnement. Et donc, c'est une problématique. On peut penser aussi au passe-droit qu'on a laissé à Rio Tinto de polluer, en fait, nos cours d'eau, à la fonderie Horn, dont Maire Offron est beaucoup sur le dossier, qui ont eu aussi des passe-droits pour polluer. Donc, finalement, on se rend compte que le gouvernement actuel, le gouvernement Legault, c'est celui-là que je cite principalement, n'a pas le leadership ou l'étoffe nécessaire pour faire face à la crise climatique. Et, veut pas, bien, ça l'inquiète de plus en plus la population, mais les activistes et écolos que nous sommes, finalement. Et donc, j'avais bien aimé, je vous propose aussi en lecture, je ne sais pas si tu l'as lu, Maude, le livre d'Hugo Séguin, « Lettres aux écolos impatients et à ceux qui trouvent qu'il exagère ». Donc, Hugo Séguin, j'appuie pas toujours qu'est-ce qu'il dit, mais dans ce livre-là, je trouvais ça vraiment intéressant. Au niveau de l'historique, c'est que le mouvement environnemental a agi beaucoup en un mouvement fort ici au Québec, mais malheureusement, peut-être que les actions qu'on mène sont beaucoup trop douces. Pour l'état de la crise climatique actuelle, on est rendu à plus de radicalité finalement, et dont la désobéissance civile, en fait, arrive ici au Québec, mais au niveau international également. Là. Oui, oui. Et les actions radicales comme ça, est-ce qu'elles sont bien reçues par le public? Mes échos sont assez mitigés.
Disons que si on prend le cas du pont Jean-Cartier, si on a suivi ça un petit peu, on comprend que ça a généré beaucoup de colère des automobilistes principalement, donc qui n'ont pas pu aller se rendre dans leur lieu de travail, ou même on dit que certaines opérations n'ont pas pu avoir lieu au CHUM, par exemple, parce que, les gens ne pouvaient pas se rendre à l'hôpital. Donc oui, il y a eu ça, mais il ne faut pas oublier que ça a généré aussi beaucoup de colère. En fait, cette action-là vient d'une émotion de colère, on s'entend, et chez les citoyens, chez les écolos aussi, ça a créé beaucoup de colère en dedans de nous, aussi particulièrement sur le traitement qu'ont reçu ces activistes-là. Donc, je rappelle qu'ils ont été emprisonnés, donc ils ont eu aussi des conditions hors normes pour avoir leur liberté. Oui, c'était une première au Québec. Première au Québec que les activistes écologistes étaient traités comme des criminels. Et même l'avocat d'Olivier et Jacob, les deux activistes, ont mentionné que ça semblait vraiment de l'ingérence politique, finalement. Oui. Et c'est une tendance, comme je dis, qu'on voit de plus en plus donc à travers le monde. Particulièrement, il y a eu 2 militantes aussi qui ont aspergé avec de la soupe la vitrine blindée donc de la Joconde à Paris, entre autres, qui ont reçu 2 ans quand même de prison. Pour avoir fait ça. Oui, pour avoir fait ça, puis sans aucun dommage, finalement, à l'œuvre d'art. Voilà. Je m'avancerai pas sur qui pourrait subir des emprisonnements mérités ou d'autres décisions juridiques versus ces personnes qui demandent finalement une action climatique, une action pour le climat de la part de nos gouvernements. Enfin, tu parles de l'émotion comme moteur d'action. Oui. Pourquoi est-ce que c'est si important? Bien, en fait, c'est ça qui est franchement intéressant. Au Québec, on a cette tendance à avoir de la difficulté à vivre, par exemple, avec la colère. On peut l'observer. Ce genre d'action-là de désobéissance civile dérange parce qu'elle démontre, en fait, des gens en colère. Et les Québécois et Québécoises, de façon générale, on a un peu de difficulté à vivre avec cette émotion-là. Particulièrement. Regarde sur nous-mêmes. Oui, et il faut suivre les médias sociaux de groupes écolos français pour voir que leur discours est vraiment plus colérique que nous. Ici au Québec, on est très doux dans notre façon d'exprimer notre colère. Et pour ma part, je crois qu'on devrait davantage s'indigner comme société, puis pourquoi pas l'utiliser, cette colère qui est pacifiste, mais ma foi, qui peuvent nous permettre de voir une transformation de société juste et équitable. Oui, mais la colère, comme tu le dis, est vue comme négative dans notre société. Est-ce qu'elle peut être constructive? C'est la question que plusieurs se posent. Oui, c'est ça. Donc, c'est intéressant de voir un peu l'utilisation des émotions, donc, dans des actions de désobéissance civile ou au niveau des enjeux environnementaux. Longtemps, on s'est dit qu'on allait donner de l'information au niveau de la communication environnementale. Les gens n'étaient pas assez informés, en fait, sur les enjeux. On se rend compte, finalement, que les gens sont informés, par exemple, des changements climatiques, mais on veut les amener à s'engager davantage. Fait qu'il y a différentes critiques de l'utilisation de l'émotion pour amener les gens à l'engagement. Il y en a comme Anne-Céline Robert, son livre « Stratégie des émotions ». Je ne sais pas si vous l'avez... en tout cas, c'est un bon livre, mais elle dit « On ne devrait pas utiliser les émotions pour amener les gens à s'engager. Ça va complètement à l'encontre du rationnel. » Mais il y a George Marshall, par exemple, dans son livre « Syndrome de l'autruche » qui dit « Oui, on est rendu à amener, de faire vivre des émotions aux gens pour amener l'engagement. » La grande différence, en fait, c'est que oui, on peut générer de la colère chez les gens, mais la colère seule a ses limites aussi. Donc, on doit ajouter l'émotion de l'espoir. En fait, c'est vraiment important de donner de l'espoir. De plus en plus, les études le disent, la peur seule, la colère seule n'a pas vraiment d'efficacité au niveau de l'engagement des gens. Donc, oui, de la désobéissance civile, mais à dire oui de la colère, mais transformons cela aussi en message d'espoir pour sentir qu'on a, en fait, une mainmise aussi sur notre avenir, puis on peut être porteur de solutions. Oui, que ces émotions-là soient des moteurs, mais qu'ultimement, on se dirige vers quelque chose qui donne de l'espoir. Et la culpabilité à travers tout ça, on l'entend dans les discours sur l'environnement. On est culpabilisé souvent si on n'en fait pas assez, si on s'engage pas. Oui, totalement. Puis il y a le neuroscientifique Chris de Meyer, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui a sorti un article dernièrement qui était vraiment fascinant, justement sur le type d'émotions à utiliser au niveau des enjeux environnementaux.
autres, puis il a dit que la culpabilité, oubliez ça. On l'a utilisé tellement longtemps dans nos communications. Justement, moi, j'étais longtemps chez Équiterre, puis on était beaucoup dans la culpabilité des gens pour les amener à agir et tout ça. Et on se rend compte que finalement, ça n'a pas du tout le résultat escompté. C'est pas du tout une émotion qu'on fait vivre chez les gens. Non, c'est démobilisant finalement. Oui, totalement. Et alors, ma question suivante, comment mobiliser plus de gens pour la cause environnementale? Je pense qu'on est beaucoup à se la poser. Hein? Ah oui, puis moi, je suis une fervente de la multiplication des stratégies communicationnelles et d'action. Donc oui, la désobéissance civile, je crois fortement qu'on en a besoin, mais aussi on a besoin de d'autres stratégies qui peuvent aller rejoindre les gens, mais surtout pour moi, je porte le discours aussi qu'il faut faire vivre des émotions aux gens, il faut les faire sentir qu'ils peuvent s'engager de toutes sortes de façons, mais d'arrêter d'y aller avec des discours un peu plus neutres, un peu plus beige. Il faut se lancer puis essayer de montrer, de faire vivre des sensations aux gens pour arriver à un engagement même plus moyen à long terme, finalement. Et en conclusion, qu'est-ce que tu aimerais laisser à nos auditeurs et auditrices? Ça dire, mon Dieu, je parlerai encore des minutes et des espoir. espoir, m'entends-tu? Non, sinon de dire, bien écoutez, j'avais cette réflexion de dire, les actions radicales de maintenant seront-ils radicales dans quelques années? Oui, est-ce qu'on va considérer ça comme étant radical, d'avoir grimpé un pont, d'avoir empêché l'activité sur un pipeline qui est sur le point de rompre, par exemple? C'est en plein ça. J'ai espoir peut-être que la norme sociale va changer finalement, puis la radicalité n'aura pas si mauvaise presse finalement, et deviendrait peut-être la norme, justement. Oui, mais quel beau pont, Christelle. Tu fais ça de main de maître. On dirait une communicatrice née. Que voulez-vous?